Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière session sur l'Europe qui est intitulée «L'Europe au rendez-vous de l'histoire». L'Europe a été beaucoup au centre des débats de ces 3 derniers jours pendant ces rencontres économiques d'un nouveau type. Il en a été beaucoup question. Olivier Blanchard tout à l'heure a remarqué enfin a décrit la situation ainsi. Il a dit: «Nous sommes tombés dans un trou» et la question qui se pose maintenant est de savoir à quelle vitesse on va en sortir. Alors Ursula von der Leyen hier nous a promis qu'on allait en sortir, que l'Europe en sortirait de cette crise et plus forte et plus unie qu'avant. Donc nous allons parler ensemble de ce moment européen et voir comment nous allons faire pour nous en sortir plus forts et plus unis. Alors, pour répondre à ces questions et discuter de ça aujourd'hui avec nous, nous avons à Stockholm, à distance, donc Margot Wallström, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères suédoise. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Nous avons ici dans le studio Valérie Rabault, députée à l'Assemblée nationale, Guillaume Faury, le patron d'Airbus, et Yves Perrier, le patron d'Amundi. Et puis nous avons aussi Françoise Benamou du Cercle des économistes. Alors la manière dont nous allons procéder est très simple. Françoise Benamou va introduire le débat et poser les termes du débat. Et puis ensuite, chacun de nos intervenants exposera son idée de l'Europe pendant quelques minutes. Et puis ensuite, nous débattrons entre nous et avec vos questions que je prendrai sur une petite tablette qui est sous mes yeux. Voilà, et que je poserai, que je relayerai à nos intervenants. Donc voilà, Françoise, la parole est à toi. Alors merci Sylvie et bonjour à toutes, bonjour à tous. On va s'en sortir. C'est l'intitulé de nos rencontres, ou du moins le sous-titre de nos rencontres, et je voudrais formuler une hypothèse à ce propos. On ne saurait s'en sortir, nous, Européens, qu'en revenant aux valeurs qui sont au fondement de la construction européenne. Et pour cela, permettez-moi un détour par un extrait d'un texte de Stefan Zweig, datant de 1934, intitulé «L'unification de l'Europe». L'idée européenne n'est pas un sentiment premier, comme le sentiment patriotique, comme celui de l'appartenance à un peuple. Elle n'est pas originelle et instinctive, elle est le fruit, lentement mûri, d'une pensée élevée. Le sentiment national peut compter sur l'enseignement, l'armée, l'uniforme, les journaux, les hymnes et les insignes, la radio, la langue. Il bénéficie de la protection de l'État et fait vibrer les masses, alors que nous n'avons jusqu'ici, au service de notre idée européenne, rien d'autre que la parole et l'écrit. Si notre idée doit avoir des effets réels, nous devons donc consacrer toute notre énergie à la rendre visible et convaincante pour un cercle élargi. Alors depuis lors, bien entendu, la construction européenne a avancé. Pourquoi revenir à Stefan Zweig? Parce que cet immense Européen désigne en ces quelques phrases ce qui constitue le socle d'un projet commun pour l'Europe. Le besoin de valeurs, de référents communs, d'institutions qui portent ces valeurs, et bien sûr, la nécessité de convaincre les peuples. Où en est-on aujourd'hui de ce projet commun? Il y aurait beaucoup à dire, alors quelques lignes. L'Europe demeure divisée quant à certaines de ses grandes orientations. Divisée avec des cultures économiques et politiques différentes, avec le risque d'atteinte grave à la démocratie dans certains pays. Divisée car la convergence économique, qui devait découler notamment de la constitution de la zone euro, du moins a-t-on voulu le croire, ne s'est pas produite, et que nourrie par la profondeur de la crise actuelle, les divergences peuvent encore s'accentuer. Et pourtant, à rebours des discours les plus défaitistes, l'Europe est là. On en trouve un signe fort dans la continuité de ses institutions, certes parfois vilipendées, dans sa capacité, au-delà des dissensions, à se réinventer face à la crise. C'est ainsi que l'Union européenne a su renoncer, au moins pour un temps, à certains de ses dogmes, je pense particulièrement au pacte de stabilité. On en espère des signes forts encore à travers le plan de relance de 750 milliards d'euros, durement négocié devant les réticences de certains États membres, les États dits frugaux, qui permettra de soutenir les économies par des dons, par des subventions donc, par des prêts et des garanties à des établissements bancaires. Comme l'a souligné la présidente Ursula von der Leyen lors de nos rencontres, l'allocation sectorielle et nationale de ces sommes n'est pas encore arrêtée. Mais le principe est acté et c'est une formidable avancée dans l'ordre de la solidarité que cette idée, je la cite, qu'un euro investi dans un pays est un euro investi pour tous. On voit pointer d'autres signes de solidarité.
Si certains pays ont interdit les exportations de masques et fermé leurs frontières, un véritable scandale, la solidarité face à la pandémie a fini par se mettre en place et des malades et des matériels et des matériels sanitaires ont pu circuler d'un pays à un autre. La solidarité se manifeste aussi par des transferts au sein du budget communautaire ou lorsqu'on fait un pas vers une mutualisation des dettes. L'Union se veut enfin plus forte ou moins naïve face aux autres puissances. La Chine développe, pour reprendre les termes employés par Angela Merkel, une ambition mondiale. Les États-Unis se replient, tandis que d'autres puissances menacent le monde de guerres hybrides. L'Europe entend se donner les moyens de mieux défendre ses valeurs et sa souveraineté, qu'il s'agisse de mieux protéger les droits humains, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, de soumettre les entreprises étrangères à des règles comparables à celles auxquelles sont soumises leurs homologues européennes, ou de répondre à la puissance des GAFAM. Alors bien entendu, l'Europe n'a pas toujours su se montrer à la hauteur des attentes. Et pourtant, nous vivons un moment européen, comme l'a dit Sylvie d'entrée de jeu, alors même que s'ouvre la présidence allemande de l'Union. Et plus précisément, nous portons un moment européen qu'il faut défendre dans le respect des valeurs démocratiques, faute de quoi le pire est possible. Rappelons-nous que les Lumières ont été au cœur de l'idée d'Europe au XVIIIe siècle. Il faut avancer sur les progrès prônés par les Lumières dans une Europe qui n'a d'autre choix que de s'affirmer face à la crise la plus grave que le monde contemporain ait connue depuis les années 30. Je voudrais citer le philosophe Francis Wolff dans son plaidoyer pour l'universel. Contre les replis, il faut que les idées universalistes retrouvent leur puissance mobilisatrice et critique. Contre la dictature des émotions et des opinions, défendre la raison scientifique. Contre l'empire des identités, refonder une éthique de l'égalité et de la réciprocité. Et il faudrait ajouter, contre le développement aveugle, bâtir un modèle de croissance soucieux de l'environnement, respectueux du bien commun. De ce bien commun qu'évoquait ce matin Charles Michel et dont il nous faut discuter à présent. Merci beaucoup Françoise. Alors nous allons nous tourner d'abord vers Margot Wallström. Merci beaucoup à nouveau d'être avec nous cet après-midi. Lorsque vous dirigiez la politique étrangère de la Suède, vous lui avez appliqué la valeur féministe. Donc les valeurs, c'est quelque chose qui vous est cher, à vous aussi. Et expliquez-nous comment dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, ce monde particulièrement instable et complexe, comment est-ce qu'on conduit une politique étrangère, une politique de sécurité qui tienne compte des valeurs européennes? Si vous me permettez, je voudrais commencer par dire quelques bonjour à vous tous et aussi merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi un grand honneur et aussi un vrai plaisir de participer parce que je pense que ce sujet est vraiment très important et utile maintenant. Mais naturellement, je préfère Paris réel, vivant et magnifique. Peut-être la prochaine fois, je pourrais être avec vous. Je vais continuer en anglais. J'ai promis de dire quelque chose sur peut-être tout d'abord la sécurité et la démocratie. Parce qu'à l'heure actuelle, nous le savons, nous sommes au milieu de cette crise tout à fait sans précédent qui nous affecte à tous les niveaux, au niveau sociétal, tous les secteurs, tous les domaines, bien sûr, l'économie, la nature, la santé, tout dans nos activités quotidiennes. Nous sommes tous impactés. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai lu un article qui disait qu'il y a 3 caractéristiques spécifiques de cette pandémie. L'incertitude, les inégalités et la modestie. Donc, je les trouve très intéressants. L'incertitude, bon, certainement. L'incertitude, certainement. On peut voir que, bien sûr, on est tous en nostalgie des anciens systèmes, des anciens temps auxquels on pouvait se rapporter ou revenir vers quelque chose, ce qui est bien sûr totalement non réaliste.
mais également les inégalités, parce que ce virus et ses effets, en fait, agissent de façon discriminatoire entre les riches et les pauvres, entre les personnes âgées et les jeunes, entre les régions, les générations, également entre les hommes et les femmes. Et ceci, bien sûr, aura un impact plus tard. Cet article mentionne également la modestie, l'obligation de modestie. Ceci, c'est-à-dire le contrôle que l'homme perd le contrôle sur sa destinée et sur la nature. Parce qu'il y a un an, rappelez-vous, nous parlions beaucoup de l'intelligence artificielle, nous parlions des nouvelles technologies et bien entendu, dans le contexte du changement climatique, ce que ceci apporterait en termes de changement. Et maintenant, nous en revenons à simplement trouver assez de masques en coton ou de papier toilette pour les gens. Donc, c'est ce qui se révèle en fait dans la réalité. Et maintenant, quand je vois tellement de nouveaux slogans, motos pour ce que nous devons faire, je pense que nous devons revenir aux choses très pratiques. Si vous réfléchissez à l'Europe, vraiment, je pense certainement que nous devons parler de, comme on l'a dit, l'entité avec un battement de cœur qui persiste. Donc cette Europe qui continue dont le cœur continue à battre. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous devons utiliser notre coopération européenne du mieux possible. Nous serons affectés, c'est très clair, en termes de sécurité en Europe. Je pense que les pays aujourd'hui réfléchissent à la préparation par exemple, des questions de défense civile. Je crois qu'il va falloir définir la sécurité, une nouvelle définition et prendre ce paramètre en compte, car ceci nous affecte. Et ce n'est que maintenant que le Conseil de sécurité des Nations Unies a accepté l'effet de cette crise sur le monde. Et nous devons examiner exactement ce que sont nos priorités. Pensez-vous véritablement que les nations puissances nucléaires vont utiliser autant d'argent pour moderniser leurs arsenaux nucléaires dans le futur lorsque l'argent sera demandé partout ailleurs? Est-ce que c'est la bonne méthode? Et bien entendu, nous savons aujourd'hui que le monde a besoin de coopération. Et donc, ce sont quelques-uns des facteurs qui vont influencer les débats, les discussions au sein de l'Union européenne. Et bien entendu, nous pouvons voir que la démocratie, si je peux en parler brièvement, nous pouvons voir que la démocratie et les paramètres démocratiques et les fondamentaux de la démocratie sont fortement attaqués, menacés par cette pandémie. Je pense véritablement que l'Union européenne, les États membres doivent travailler ensemble pour défendre les valeurs, les idées clés de l'Union européenne. Et nous devrons faire cela dans une situation géopolitique totalement différente, parce que nous n'avons plus seulement deux superpuissances, mais maintenant la Chine est sur la scène également, avec beaucoup plus de confiance et avec beaucoup plus d'intention, je dirais. Donc, mais nous devons bien sûr défendre le multilatéralisme, et pas seulement avec des mots, mais également dans nos actions et comment nous allons dans notre collaboration. Et nous devons impliquer les femmes. Lorsqu'on en vient aux politiques de sécurité et également pour la démocratie et la survie de la démocratie, parce que plus de femmes veut dire plus de paix. Et ceci a également été démontré par cette crise, que ceci impacte les femmes et les hommes différemment. Cependant, mais nous devons nous battre contre les inégalités pour que les femmes puissent, bien sûr, soient sur un pied d'égalité, donc, et relever tous ces défis que nous voyons devant nous. Et certainement, d'abord, il y a des vieillissements de population, comme vous le savez, en Europe et ailleurs, et nous devons, bien sûr, prendre soin de nos citoyens âgés et de nos seniors, et c'est quelque chose que nous avons en commun. Donc, beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves et de problèmes,
qui existe aujourd'hui, mais l'Europe est certainement le seul moyen d'avancer. Nous ne pouvons rien faire sans être ensemble, sans la coopération européenne, la coopération nationale et internationale également. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci pour toutes ces avenues que vous ouvrez dans le débat. Valérie Rabault, vous êtes bonjour et merci à vous aussi de nous avoir rejoints. Vous êtes membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale en France et vous connaissez bien l'Europe et vous connaissez bien l'Allemagne en particulier. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'Europe surmonter cette crise? Est-ce que c'est en défendant ses valeurs et ses intérêts, comme le dit Josep Borrell, haut représentant pour la politique étrangère? Alors, je crois qu'il y a 2 étapes à franchir. Une étape à très court terme et puis une étape qui vise à faire évoluer ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Europe s'est construite sur des valeurs. Je pense qu'il faut qu'elle passe sur un mode offensif de défendre ses intérêts. C'est-à-dire qu'au nom de ces valeurs, elle a parfois renoncé à défendre ses intérêts. Et on risque d'en payer cash le prix. Alors, première étape, c'est réussir le plan de sauvetage des pays européens. La chancelière allemande, qui vient de prendre la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois, a eu 2 mots. Elle a dit « il faut que notre fil conducteur soit la solidarité et la souveraineté ». Eh bien, même si je ne suis pas de sa majorité politique, je suis parfaitement d'accord avec elle. Si le plan de relance ou le plan de rebond, vous l'appelez comme vous voulez, ou de soutien, enfin en tout cas pour qu'on puisse sortir de cette crise, n'est pas mis en œuvre, ça voudra dire qu'il n'existe plus de solidarité européenne. Alors on parle d'un montant de 750 milliards d'euros, 500 qui seraient sur des prêts et 250 qui seraient vraiment du soutien, des subventions à différents projets. C'est colossal comme montant. Alors je sais bien qu'en ce moment on manie les milliards comme on manierait autre chose, mais c'est colossal et ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire que l'Union européenne va prêter sa crédibilité pour pouvoir emprunter elle et retranscrire ou reprêter cet argent aux différents États membres, notamment à ceux qui en ont le plus besoin, qui ont le moins de ressources budgétaires. Sincèrement, alors je sais bien que l'Europe a toujours grandi dans les crises, on l'a vu en 2008, on l'a vu, et d'ailleurs elle s'est construite sur une énorme crise qui était la Seconde Guerre mondiale, mais là elle peut franchir un pas supplémentaire, il faut que ce plan aboutisse. Il faut qu'il soit lisible. Je regrette que Ursula von der Leyen parle de montant, mais pas de projet. C'est bien de parler d'argent. L'argent, c'est les moyens. C'est dire qu'est-ce qu'on veut en faire, comment notamment on donne aux jeunes. La génération Covid ne peut pas être la génération sacrifiée sur notre continent européen. En France, on va avoir 700 000 jeunes qui vont arriver en septembre. Et donc, ce volet-là doit être le volet prioritaire porté par l'Union européenne. Et j'aimerais que la présidente de la Commission ne s'exprime pas que par des milliards et des moyens, mais qu'elle nous donne des objectifs, de dire cette jeunesse, est-ce qu'on lui donne 1 an de plus d'études? Est-ce qu'on lui donne une bourse pour poursuivre ses études? Est-ce qu'on crée des emplois francs en Europe pour que les employeurs puissent être incités à les embaucher? Vous voyez, ce sont des questions très concrètes qui, pour l'heure, n'ont pas de réponse. Mais en tout cas, j'espère vraiment, sincèrement, que ce plan va pouvoir être voté. On est le seul grand continent à vouloir adopter des décisions à l'unanimité, ce qui n'existe nulle part en démocratie. La démocratie, c'est la majorité. Donc j'espère qu'il y aura vraiment un élan et que les 2 piliers avancés par la chancelière allemande, solidarité et souveraineté, vont pouvoir être mis en œuvre. Ça, c'est le court terme. C'est pour l'été. Ça doit être fait maintenant. Ce qui n'empêche pas de se positionner pour une deuxième étape. Alors, il y aura beaucoup de projets, le Green Plan, etc. etc. Moi, je voudrais juste parler des valeurs et de la manière dont l'Europe fonctionne. C'est toute la grandeur de l'Europe d'être née sur des valeurs, de pouvoir faire rayonner ce qu'est la liberté. On est quand même le continent qui jouit de plus de liberté quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est véritablement de vraies valeurs qu'il faut absolument conserver. Mais c'est pas parce qu'on défend des valeurs qu'on doit s'asseoir sur nos propres intérêts. Et moi, je souhaiterais que l'Europe se transforme en puissance. Et quand on dit puissance, c'est-à-dire qu'elle soit en capacité de défendre ses intérêts. Je vais prendre plusieurs exemples. Je vais en prendre 3, si vous voulez bien. L'exemple du droit. Bon. Pourquoi l'Europe accepte-t-elle l'extraterritorialité du droit américain? Elle est aujourd'hui
l'Union européenne est la première puissance commerciale mondiale au monde. Vous pouvez le prendre devant la Chine, devant les États-Unis. Si, en tant que première puissance commerciale mondiale, elle devrait donner le tempo. Elle n'est pas là pour subir l'extraterritorialité du droit américain. Je rappelle que ce droit américain est voté que par les parlementaires américains et ils voudraient que ça s'applique au reste du monde au nom de l'hégémonie du dollar ou de je ne sais quoi. Ça, c'est un rapport de force que l'Europe refuse de jouer parce qu'elle ne se voit pas comme puissance. Et quand on refuse de jouer le rapport de force, forcément, on néglige ses propres intérêts. Et quand on néglige ses propres intérêts, on néglige les intérêts de ses peuples. Et ça, c'est très grave quand on est à la tête, évidemment, de l'Union européenne. Deuxième sujet, qui, pour moi, est très important. L'Europe a tellement intériorisé ça, le fait qu'elle était là pour défendre plus des valeurs que ses propres intérêts, que la Commission, le commissaire, jusqu'à peut-être, alors aujourd'hui, je vais donner je vais laisser à Madame Ursula von der Leyen le bénéfice du doute. Jusqu'à aujourd'hui, la commission la plus puissante au sein de la commission, la direction la plus puissante au sein de la Commission européenne, c'était la direction de la concurrence. Il fallait faire respecter plus que tout le principe de concurrence, libre circulation des capitaux et tout ce que vous voulez, au détriment de notre propre industrie. Aucun continent, aucun pays au monde n'a à ce point sabordé sa propre industrie en utilisant comme argument la concurrence. Moi, je trouve que c'est effrayant. Donc, j'espère que le commissaire à la concurrence ne sera plus le maître du monde au sein de la Commission européenne, ce qu'il a été jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ce qui signifie, alors là, effectivement, la crise du coronavirus. Donc, je fais juste un petit aparté. Ce commissaire à la concurrence gère évidemment, donne les autorisations sur les aides d'État. Est-ce qu'on n'aide pas plus un tel qu'un tel? Bon, évidemment, avec la crise du coronavirus, C'est en train de changer, tout ceci ça. a sauté. Oui. Bah oui, parce que les Allemands ont dit on va aider notre industrie et la Commission a signé en bas OK pour les aides d'État en ne regardant plus rien. En temps normal, tout ceci aurait été balayé, refusé. Donc, si la crise du coronavirus a un seul avantage ou un seul mérite, c'est celui-ci, c'est de dire on ne peut pas organiser l'Union européenne autour uniquement de la puissante direction de la concurrence. Il faut que ça change, il faut qu'elle soit remplacée par l'industrie, par l'innovation, par l'éducation, mais on ferme la porte à cette toute-puissance de la concurrence. Et puis dernier point, toujours un troisième exemple, c'est, on en parlait en aparté tout à l'heure, avant que ce débat ne commence, c'est les normes. Alors je sais que les normes, tout le monde c'est pas un débat très sexy pour le mettre dans le débat public, on va quand même pas se mentir entre nous. Pour autant, ça conditionne beaucoup de choses. Quand vous enregistrez pour des entreprises votre comptabilité, eh bien selon que vous faites telle ou telle norme, ça fait apparaître une perte, pas une perte. Enfin, en tout cas, ça conditionne beaucoup de choses. L'Europe a accepté que ce soit les Américains qui décident pour elle des normes. C'est-à-dire qu'au sein de la commission qui décidait tout ça, il n'y avait pas un seul Européen. Alors là, moi, je pense que en termes de sabordage, parce que là, c'est vraiment du sabordage, on a sabordé nos intérêts, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a un financier autour de la table qui nous le dira peut-être, mais effectivement, on préfère laisser des parts de marché aux banques américaines et autres plutôt qu'à défendre nos propres intérêts. Donc, je souhaiterais qu'à l'aune de cette crise, l'Europe puisse se dire « je marche sur deux jambes, je défends mes valeurs », parce que c'est constitutif de ce qu'elle est, de sa genèse, aussi de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons représenter, la manière dont nous pouvons rayonner dans le monde. Mais ça n'empêche pas d'être un peu malin et de se dire on peut aussi agir en tant que puissance et défendre nos intérêts. Dernier petit point en conclusion de ce propos introductif, ça suppose que nous ayons des intérêts et des intérêts communs. Et c'est là que les discussions peuvent être compliquées entre États membres qui n'avancent pas toujours dans le même sens. Mais je vais finir là-dessus et peut-être qu'on aura l'occasion de rebondir sur ce point. Absolument. Merci beaucoup Valérie Herbault pour ce plaidoyer pour l'Europe puissance qui plaira beaucoup à certains de ses défenseurs, je pense, qui sont en particulier en France. Alors, Guillaume Faury,
vous êtes, vous dirigez Airbus, l'entreprise européenne par excellence, celle qu'on cite en exemple tout le temps, et celle qui tient la dragée haute au géant américain Boeing. Et en même temps, vous prenez cette crise due à la pandémie, vous la prenez de plein fouet. Je crois que vous avez dit que votre activité a chuté de 40% à cause de la crise. Alors comment, pour vous, l'Europe peut-elle être au rendez-vous de l'histoire, en fait? Voilà, une question très simple. Effectivement, très simple. Alors, je ne me suis pas coordonné avec Valérie Rabault, mais je dois dire qu'il y a beaucoup des propos qu'elle a tenus qui me plaisent, et je vais élaborer un petit peu autour de certains d'entre eux sur des points qui sont plus spécifiques à notre situation. Effectivement, la crise du coronavirus a touché l'aviation, pas que l'aviation, d'autres secteurs aussi, le tourisme en particulier, qui dépend beaucoup de l'aviation, et d'autres secteurs qui sont liés au déplacement, de façon brutale. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout encore remis de cette situation sur le trafic passager mondial. On est encore à des chiffres extrêmement faibles. Il y a moins de 5% des passagers à l'international qui voyagent, moins de 5%. Maintenant depuis 3 mois, et sur le régional ou le domestique, on est revenu à des chiffres qui sont de l'ordre de entre 10 et 30%, 40% aux endroits les plus favorables de ce qu'ils étaient avant la crise. Donc ça veut dire que l'estimation qu'on a fait que sur les 2 années 2020 et 2021, notre activité à nous de livraison d'avions n'allait chuter entre guillemets que de 40%, suppose qu'on va voir rapidement le trafic régional domestique revenir à un niveau raisonnable, c'est-à-dire plus que 50%, et on attend ça à l'été ou entre l'été et la fin de l'année, et qu'à l'été 2021, on aura retrouvé aussi une partie importante du trafic international. Si on n'a pas ces chiffres-là, il faut s'attendre à une deuxième vague de mauvaises annonces et d'annonces très dures de l'aérien, parce que simplement les hypothèses de travail qu'on a prises pour l'instant pour la survie du secteur vont à nouveau se révéler non démontrées. Donc la situation du secteur est vraiment très très grave, il faut en avoir conscience. Dans cette situation, on a besoin d'acteurs de taille critique, capables de prendre des décisions sur les conditions d'arrêt du trafic, mais aussi de remise en route du trafic. Et on a trouvé avec l'OACI, qui est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à Montréal, où tous les États se retrouvent pour définir la réglementation. On a trouvé avec IATA, on a trouvé aussi avec l'EASA, qui est l'Agence européenne de sécurité aérienne, et là elle a vraiment joué son rôle, des interlocuteurs pour redéfinir les conditions de reprise des vols. Et on a mis en place des règles, moi je dis on en a fait trop en termes sanitaires dans l'aviation pour être sûr d'en faire assez, vu l'environnement d'incertitude. L'Europe a joué son rôle, mais pas au début de la crise. En fait, les interdictions de vol et les arrêts ont été faits de façon extrêmement non coordonnée, avec des décisions nationales très protectives, non coordonnées. Chaque pays a appris les décisions de l'autre par la presse, c'était terrible. Un peu comme pour le reste. Et la remise en route se fait en revanche de façon plus coordonnée, et là les pays européens ont eu le temps de se rendre compte qu'on ne pouvait pas remettre en route de façon non coordonnée, mais la coordination, ça prend beaucoup de temps. Et donc en fait en Europe, on est en train de prendre beaucoup plus de temps que les autres pour prendre les décisions de remise en vol. Bon, si ces décisions sont robustes, alors on aura l'équipe d'Europe qui aura au moins accompli quelque chose. Après, il y aura la remise en route internationale. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, j'appelle vraiment de tous mes voeux que ce soit l'Europe qui ait ces discussions avec les autres partenaires internationaux, parce que si on est à nouveau dans des discussions bilatérales pour chaque pays qui décide s'il revole vers tel autre dans les Amériques ou en Asie, on va jamais y arriver. Donc oui, l'Europe, ou les pays d'Europe, ensemble dans l'Europe, sont aujourd'hui très challengés, très défiés par une situation qui est très inhabituelle et qui demande cette coordination et cette capacité à prendre des décisions tous ensemble, que peut-être une situation de crise où il y a besoin de beaucoup d'agilité, beaucoup de vitesse de décision, des arbitrages entre des risques de nature différente. Eh bien, il faudrait un centre de décision, et celui-là, malheureusement, on ne l'a pas. Donc là, on voit vraiment les faiblesses de l'Europe dans cette situation-là. J'aimerais peut-être ouvrir un petit peu plus sur il y a la crise à court terme, mais
quelles sont les choses positives qu'on peut tirer de cette crise en Europe. L'Europe, effectivement, c'est fait par les crises, dans toutes les organisations. D'ailleurs, les crises sont des opportunités extraordinaires de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire dans d'autres circonstances. Je pense que ce qui a été dit sur les valeurs versus les intérêts est très intéressant. Effectivement, l'Europe s'est constituée, et Airbus, aujourd'hui, une de nos forces, c'est qu'on est une entreprise de partenariat, de coopération, on travaille les uns avec les autres, on s'écoute, on se respecte, et on travaille cette idée de bien commun. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que les citoyens des pays d'Europe ne se rendent pas assez compte de la valeur de travailler ensemble et d'avoir un espace européen qui est un espace de prospérité, de liberté, qui n'existait pas avant, qui est le résultat de ce projet européen. Maintenant, ça ne suffit pas, parce qu'on a autour de nous d'autres acteurs, en particulier les États-Unis et la Chine, qui ne sont pas dans des logiques de bien commun, mais qui sont dans des logiques de supériorité, de domination. En particulier, les États-Unis ont eu ce rôle, le gendarme du monde, de décider pour beaucoup. La Chine, aujourd'hui, n'accepte plus le leadership américain et pense avoir les moyens de contester le leadership. Et donc, on a ces deux grands blocs extrêmement puissants et monolithiques chacun sur leur territoire, très centralisés, très capables d'avancer vite, avec beaucoup d'arbitrage, des choix vraiment osés, parfois audacieux. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut qu'on arrive à associer nos valeurs et nos intérêts. Gardons nos valeurs. Elles font ce que nous sommes, et je pense que Valérie n'a pas suggéré de les perdre, mais il faut aussi mettre nos intérêts. Et malheureusement, dans les rapports de force qu'on va avoir à l'international, au moment où le multilatéralisme prend vraiment de sérieux coups de boutoir et où les grandes agences internationales qui assuraient la régulation, le respect de la loi par tous sont très en souffrance, eh bien oui, l'Europe doit grandir, elle doit s'affirmer et elle doit devenir beaucoup plus une puissance et pas se contenter de sa souveraineté et de son indépendance, mais de redéfinir le rôle qu'elle veut jouer dans le monde. Et redéfinissant le rôle qu'elle doit jouer dans le monde, elle va aussi redéfinir la façon dont elle fonctionne en Europe, parce qu'effectivement, avoir systématiquement tout le monde d'accord pour avancer, vu la diversité et la complexité dans laquelle est l'Europe, ça n'est juste pas possible. Si on en reste à ça, on va rester du surplace. Donc le défi, je pense, que le coronavirus lance à l'Europe, c'est se réinventer ou mourir. Alors, on va se réinventer. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Je pense que Margot Wallström aura deux ou trois choses à dire sur vos deux interventions tout à l'heure et votre description, vos aspirations à l'Europe puissance. Alors, Yves Perrier, vous êtes l'homme de la finance ici. Comment est-ce que vous voyez, vous, le rôle que peut jouer la finance, votre secteur, dans ce moment européen dont on parlait tout à l'heure et dans cette réinvention que Guillaume Faury appelle de ses voeux? Je vais élaborer un peu, en effet, sur ce sujet, mais en préambule, je voudrais repartir sur cette question de l'Europe puissance, qui est la question centrale. L'Europe n'a pas été bâtie pour être une puissance, historiquement. Elle a été bâtie pour partager des valeurs communes, pour être un grand marché, mais elle ne s'est pas vécue à l'origine comme une puissance, je veux dire, qui joue complètement son rôle. Donc c'est un défi ce défi de, à minima, si ce n'est de l'indépendance, de l'autonomie stratégique, il existait avant le Covid, et au fond, le Covid ne fait que accentuer l'acuité. Et cette question de l'autonomie stratégique, elle se pose pour moi pour trois raisons. La première raison, c'est que le centre de gravité du monde a changé. Il y a 30 ans, 22% de la population mondiale était dans le monde occidental, Europe, États-Unis, et c'était plus de 60% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 15% de la population mondiale, et un tiers du PIB mondial. Le centre de gravité s'est développé vers les niveaux de puissance. Deuxième raison, c'est que c'est l'évolution américaine. C'est-à-dire qu'au fond, les États-Unis ne veulent plus, et probablement ne peuvent plus, être cette hyperpuissance, pour employer un terme d'Hubert Védrine, qui a dominé, organisé le monde à partir du début des années 90. On peut rajouter que c'est plus non plus aujourd'hui un phare quant aux valeurs et quant à la culture. Et enfin, une troisième raison, c'est le défi de la transition énergétique et du redressement.
Alors, pourquoi la question du système financier est importante et je dirais la maîtrise du système financier européen par les Européens, pourquoi c'est un enjeu essentiel? Tout d'abord, dans ces défis, il va falloir financer des investissements, financer des infrastructures. On parle de transition énergétique, mais un des grands enjeux, c'est la capacité à financer ces nouvelles infrastructures. Je rappelle que depuis 2007-2008, le degré d'investissement d'infrastructures en Europe est passé de 3% à 2,5% seulement du PIB. Le deuxième, c'est de donner les moyens aux entreprises européennes de peser dans la compétition mondiale en s'inscrivant dans les objectifs des sociétés européennes auxquelles elles appartiennent. Et je crois que l'Europe, au-delà des valeurs, elle se définit par l'économie sociale de marché. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'un système financier, c'est le vecteur de valeurs et de choix économiques et sociaux. Et pour le maîtriser, il me semble qu'il y a 3 évolutions qui sont nécessaires. La première, c'est la mobilisation de l'épargne européenne vers les entreprises européennes. Aujourd'hui en Europe, moins de 10% de l'épargne des Européens est investie en actions. 30% de l'épargne des Américains est investie en actions. Et la conséquence de ce phénomène, c'est que près de 50% du capital des groupes européens, c'est encore plus élevé en France, est détenu, on dit par des fonds anglo-saxons, en réalité, ce sont des fonds américains. Il se pose aujourd'hui souvent la question du capitalisme responsable, d'un capitalisme qui s'inscrit par rapport à son environnement social, mais il ne peut pas y avoir de capitalisme responsable de valeurs européennes s'il n'y a pas un actionnariat européen. Parce qu'à la fin, tout manager d'une entreprise, en fait, il a d'abord des comptes à rendre à ceux qui la possèdent, c'est-à-dire ses actionnaires. La seconde, et vous l'avez évoqué, Valérie, c'est le contrôle des normes qui encadrent le système financier. Les normes comptables, bien sûr, mais j'y viendrai, les normes en matière ce qu'on appelle l'ESG, environnement, social et gouvernance. L'histoire des normes comptables est intéressante. Au début des années 2000, il y avait un projet de faire une normalisation comptable européenne. Et à l'époque, l'Europe n'a pas voulu ou l'a subi. Nous avons délégué nos normes comptables à un organisme dit indépendant, l'IAS, qui est formé principalement en fait par des Américains. On expliquait d'ailleurs à l'époque que ça permettrait d'avoir des normes universelles, sauf que ces normes, les Américains ne les ont même pas utilisées. Et ces normes qui ont été introduites, c'était des normes conçues en termes de référentiel dans les années 90, c'est celle d'un capitalisme financier court-termiste. Et qui s'oppose à d'ailleurs tout ce qui était l'histoire d'une partie majeure du capitalisme européen qu'on appelait le modèle Renan. Donc reprendre toutes, je veux dire, les défis auxquels l'Europe est affrontée en termes d'infrastructure d'entreprise implique de remettre du long terme. Et on ne peut pas remettre du long terme avec des normes comptables qui sont complètement axées sur le court terme. Une nouvelle problématique est en train d'apparaître, c'est celle de l'ESG. L'ESG, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise doit pas simplement répondre à l'intérêt financier de ses actionnaires, conformément à ce qui a été la doctrine Friedman qui se met en place à partir des années 70, mais c'est de servir l'intérêt général. Question sociale, question d'environnement, etc. Il est vital sur ce point que l'Europe se dote de son propre référentiel. Le monde américain qui s'en préoccupait peu, a évolué, confère une déclaration du Business Roundtable américain l'année passée. Mais on a un peu oublié, en fait, le contenu total de cette déclaration. Cette déclaration disait « Les entreprises doivent certes servir les actionnaires, mais elles doivent aussi servir les intérêts
et les valeurs des citoyens américains. Donc la question aujourd'hui n'est plus de savoir si ces référentiels vont être utilisés par les investisseurs, mais le contenu, je veux dire, qui va se situer derrière. Et c'est un sujet qui est en débat, c'est ce qu'on appelle de ce nom barbare de taxonomie à Bruxelles, mais c'est un débat qui est fondamental. Le troisième point, troisième évolution concerne la circulation des marchés de capitaux. Depuis la crise de la zone euro de 2011, en fait, le marché européen s'est fragmenté. L'argent circule, je veux dire, entre pays. Et je dirais même, dans certains cas, l'épargne européenne qui est abondante, l'Europe a un surplus commercial, s'investit aux États-Unis, par exemple, dans la dernière période. S'investit pas en Europe. Donc la réforme des marchés de capitaux, ce projet qu'on appelle Capital Market Union, devrait en fait se fixer comme objectif cette capacité de faire circuler les capitaux, et notamment que l'épargne des pays du Nord s'investisse pour permettre le développement, je veux dire, des pays du Sud, et d'une certaine façon, la France en fait partie aujourd'hui, car si on ne le fait pas, les divergences économiques entre les États qui se sont fortement accentuées depuis la création de l'euro, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, qui se sont encore accentuées après la crise de la zone euro, continueront de s'accentuer après le Covid, et c'est quelque chose qui peut être profondément dangereux pour l'Europe. Donc voilà, au fond, le système financier, c'est à l'économie ce qu'est le système artériel au corps humain. Hein, c'est le sang qui circule. Il vaut mieux bien maîtriser son système artériel, et je pense que c'est un élément clé pour l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup à Yves Perrier pour ces précisions, très lucide, je dois dire, sur les fonctions du système financier et ce qu'il peut apporter à la construction de l'Europe. Marco Wallström, je crois que on aimerait bien vous entendre maintenant sur finalement cette sorte d'unanimité très française autour de cette table sur la manière dont on conçoit l'Europe ici, dont on a envie qu'elle se défende mieux, qu'elle défende mieux ses intérêts, et cette idée d'Europe puissance qui, je dois dire, a fait quand même, on le voit bien là depuis 2-3 mois, enfin depuis 2 mois plutôt, a fait quand même beaucoup de chemin dans le débat public, en France bien sûr, mais aussi en Europe. Alors de Suède, où je sais que vous avez en général une position assez différente sur ces questions, comment est-ce que vous voyez, comment vous jugez l'évolution de ce débat ? Merci. Merci pour l'ensemble de ces contributions. Un argumentaire tout à fait important dans ce débat pour voir comment on veut combattre ces causes. Donc, lorsque le Conseil européen pour les relations a fait une étude auprès des Européens, ils se sont aperçus que les Européens en général, en fait, souhaitent plus de coopération et attendent également plus de souveraineté de la part de l'Europe. Et ils pensent également qu'il y a des preuves de solidarité européenne. Lorsque nous sortirons de cette crise sévère, il y a certaines choses qu'il faudra faire, tout simplement, elles sont inévitables. C'est incontournable. Et donc, la première chose, c'est bien entendu traiter de la question climatique. Il est clair que ceci avance d'énormes opportunités pour l'Europe avec la technologie, notre connaissance, nos expertises, et je pense également avec quelques-uns des systèmes que nous mettons en place. Donc, je pense, je porte beaucoup de valeur au fait que l'Union européenne s'est regroupée sur un Green Deal, un accord vert pour traiter ces questions du changement climatique. Il est clair également que nous devons défendre, et comme cela a été dit par nombre d'entre vous, nous devons défendre les structures fondamentales de nos sociétés. Et notre rôle dans le monde, en défendant les systèmes de libre-échange, des règles de concurrence, bien sûr,
du multilatéralisme en tant que tel, qui arrive dans différentes organisations internationales et bien entendu et nous mettre d'accord et défendre également la démocratie et les valeurs démocratiques et tout ce qui représente les fondations de l'Union européenne. Et ceci doit devenir les solutions unies. L'Union européenne est en fait, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une économie de marché social. Elle doit être pertinente pour les citoyens et ils doivent comprendre et avoir le sentiment qu'ils ont quelque chose à dire, que leurs paroles sont entendues, que leurs intérêts sont pris en compte lorsque l'on parle des emplois précaires ou d'être certain que les jeunes gens peuvent bien sûr trouver des emplois et tout cela ou voyager, étudier comme ils le peuvent maintenant en Europe. Donc nous devrons être dans tout ce que nous faisons, nous devrons être plus proches des citoyens pour qu'ils aient le sentiment qu'il s'agit là de leur projet. Mais l'économie, nous devons l'économie et toutes ces entreprises, tout ça, ces grandes entreprises, nous devons les remettre sur les rails ou sur le piste d'envol pour qu'elles servent nos intérêts économiques. Et n'oubliez pas que nous ne pouvons plus faire confiance, certainement pas tant que le président Trump est en poste, nous ne pouvons plus faire confiance aux États-Unis d'Amérique comme alliés et comme partenaires, comme nous l'avons fait avant son arrivée au pouvoir. Mais nous devrons également vraiment nous battre pour nos propres intérêts et même utiliser un autre langage vis-à-vis des États-Unis. C'est une situation triste, mais nous avons besoin de l'USA comme partenaire pour défendre quelques-unes de ces structures importantes qui assurent que chaque entreprise, chaque citoyen, chaque consommateur, en fait, chaque jeune personne saura quelles sont les conditions et quelles sont les opportunités dans une Europe qui doit revenir plus forte et qui doit coopérer et être certain que nous sommes crédibles et méritons la confiance. Et nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de solutions, y compris les solutions sur les immigrants. À ce propos, justement, vous parlez de la nécessité maintenant d'utiliser un autre langage vis-à-vis des États-Unis. Je pense que vous pensez beaucoup au domaine commercial, bien sûr. Est-ce que vous pensez que cet autre langage peut s'appliquer aussi dans le domaine de la défense? Je ne pense pas que ceci va affecter l'OTAN ou je doute que quelqu'un souhaite sortir de l'OTAN. Mais déjà, l'OTAN est également dans une sorte de crise où l'on ne peut pas s'en remettre véritablement aux États-Unis comme un acteur prêt à jouer son rôle au sein de l'OTAN. Je crois qu'il y aura des discussions quant à la manière dont on peut définir les sécurités et la sécurité de l'Europe, et même plus de pays vont également s'occuper de leur propre système de défense et vont le définir de façon plus élargie. Mais bien entendu, l'ensemble de cette crise, la pandémie a commencé de façon très triste lorsque les pays, que je ne dis pas lesquels, ont en fait se sont préoccupés de leurs propres intérêts pour commencer et n'ont pas partagé. Et je sais que nous sommes vus comme un petit peu la personne un peu bizarre dans la lutte contre la pandémie, mais nous devions être certains d'avoir des règles et des compréhensions de ce que la solidarité européenne signifie, y compris dans des situations de crise. Et peut-être que cela est l'enseignement
que nous tirons de cette crise. Et j'ai fait des erreurs ont été faites, mais nous devons nous améliorer. Merci beaucoup. Oui, merci, pardon. Nous avons déjà pas mal de questions de nos auditeurs ou téléspectateurs ou participants, je ne sais pas comment les appeler dans ce nouveau format. En tout cas, elles m'arrivent sur l'écran et j'en ai aussi beaucoup moi-même. Vous en avez peut-être les uns pour les autres, mais donc il me reste un petit peu de temps. On va essayer d'aller au cœur du débat. Alors Valérie Rabault, un de nos auditeurs donc vous reproche, demande pourquoi est-ce que vous reprochez à la Commission de s'en tenir au traité finalement. Oui, oui, effectivement, pour le coup, l'auditeur a raison. Voilà, alors expliquez-nous votre position là-dessus. Bon, effectivement, la concurrence est inscrite dans les traités, donc dura lex et lex, on respecte bien entendu l'ensemble des traités. N'empêche que il n'est pas quand même interdit de constater que on n'a pas toujours défendu nos intérêts. Et quand je dis nos intérêts, ce n'est pas les intérêts français, ce ne sont pas les intérêts allemands, ce ne sont pas les intérêts suédois, c'est bien les intérêts de l'Europe en tant que telle, mais qui ne se pense peut-être pas en tant que telle. Dans les traités, effectivement, il est précisé on parle de l'Europe, on parle de la libre circulation, mais ce sont toujours des relations entre États au sein du continent européen. Jamais l'Europe n'a franchi une étape où elle se pense en tant que telle comme une puissance par rapport au reste du monde. Donc ça, c'est le premier sujet. Peut-être qu'il faudra faire évoluer ce point-là. En tout cas, moi, je pense qu'on gagnera à avancer d'une étape. Je pense quand même que dans la balance qui existe, c'est-à-dire quand on défend la concurrence, on défend le consommateur au détriment du producteur. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. En économie, c'est ça que ça veut dire. Bon. Moi, je ne suis pas d'accord que l'Europe mette en numéro 1 le consommateur au détriment. Elle met aussi le citoyen, le consommateur, mais au détriment du producteur. Nous, on le voit en France avec le recul très important de l'industrie. Heureusement qu'on a Airbus qui est un très beau contre-exemple. Mais n'empêche que dans notre valeur ajoutée, l'activité qui crée de la valeur ajoutée, on voit bien que l'industrie a chuté. Et ça, c'est une des conséquences de cette philosophie ou de cette doctrine qui a été adoptée. Je pense, alors ça c'est un sentiment personnel pour répondre à notre auditeur, que la manière dont la direction de la concurrence a interprété les traités était maximaliste. Voilà, je pense qu'on pouvait respecter les traités sans avoir cette application maximaliste. On pourra citer de nombreux exemples, des fusions refusées. Je préférais que la concurrence, ce qui a été fait avec Margrethe Vestager, utilise un peu plus de sa force de frappe pour aller voir aux frontières de l'Union européenne la concurrence déloyale. Donc ça a été vu, on a vu avec l'amende d'Apple, qui peut aussi s'organiser avec au travers de la fiscalité. J'aurais préféré que la direction de la concurrence mette plus les moyens là-dessus, plutôt qu'aller faire le gendarme au sein de l'Europe. C'est important. Oui. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une concurrence déloyale, on est d'accord. Mais on peut aussi avoir une politique industrielle en disant on construit quelques champions, on organise, qui bénéficie à tout le monde, qui bénéficie aux PME, aux TPE de tous nos pays. Et cette réflexion-là, elle n'a pas été suffisamment ni abordée ni mise en œuvre. Et oui, pour répondre à votre auditeur, je considère que la direction de la concurrence a eu une approche maximaliste des traités qu'elle aurait pu faire différemment. Mais je crois que la crise actuelle, en fait, produit des effets qui vont dans le sens que vous souhaitez, parce que même Angela Merkel, dans sa conférence de presse avec Emmanuel Macron, le 18 mai, je crois, a dit qu'elle souhaitait des champions européens et qu'on avait été trop naïfs. Et je crois qu'elle va dans le même sens que vous pour le coup, et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on voit bien où est-ce que vous voulez en venir, et dans ce sens finalement d'une politique qui puisse permettre la création de champions, l'émergence d'une vraie industrie européenne et de champions industriels européens. Le seul et le dernier champion qui a été créé, c'est Airbus, voilà. Et c'était il y a plus de 50 ans. Absolument. Alors justement, Guillaume Faury, alors un auditeur nous demande, est-ce que
Et je pense que ça rejoint une partie de votre déclaration tout à l'heure, de vos propos. Il demande est-ce que l'attaque est la meilleure défense pour l'Europe? Et le fait est que vous avez des mots très forts. Vous dites c'est très bien le bien commun. En Europe, on est guidé par ce principe du bien commun et cette valeur du bien commun, mais on a affaire à des puissances qui, elles, ont une logique tout à fait différente, qui est celle de la domination finalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que nous, on doit se mettre dans la même logique? Comment est-ce qu'on lutte à armes égales avec des gens qui sont des puissances qui sont dans une logique totalement différente? Mon propos n'était pas de suggérer de l'agression ou de l'agressivité par rapport aux autres. Je pense que ça fait partie des valeurs dont on a parlé et je ne pense pas qu'il faille renoncer à ces valeurs. En revanche, par rapport à des partenaires internationaux ou des puissances qui veulent exercer une forme de domination et dont l'objectif n'est pas nécessairement un level playing field, ils ne voient pas avec bienveillance un développement de champions européens ou de savoir-faire européen, qui voient ça plutôt comme un risque. Eh bien oui, il faut savoir avancer avec beaucoup plus de détermination. Il y a une expression qui dit à pouvoir égal, l'intransigeance paie. Et on voit des puissances internationales extrêmement intransigeantes qui challengent les valeurs européennes parce que, en fait, nous, on cherche une solution de compromis. Si celui qui est en face n'a pas d'intention de trouver une solution de compromis, mais cherche par toutes les tactiques ou les moyens à imposer la solution qui est bonne pour lui, alors les valeurs ne fonctionnent plus. Et on est aujourd'hui dans cette situation-là. Et je pense qu'après le Covid, on est dans un monde encore plus fragmenté, où chacun se referme un peu sur lui-même parce qu'il y a des besoins essentiels auxquels on ne répond plus. Chaque pays a du coup des défis qui sont très très forts. Et dans ces cas-là, on veut se protéger d'abord, quitte à ce que ce soit au détriment des autres. Et donc, l'Europe est de ce point de vue-là un peu plus déchirée, un peu plus écartelée encore plus qu'elle ne l'était avant. Donc je ne suis pas du tout dans une posture d'agression. Au contraire, nous, on est une entreprise internationale, on travaille très très bien avec les pays en question qui sont des puissances et ça rend notre vie particulièrement compliquée. On est très présent aux États-Unis, on est très présent en Chine, on est une entreprise essentiellement européenne et aux valeurs européennes. Et d'ailleurs, on travaille bien en Chine et aux États-Unis parce qu'on a cette culture de coopération, de partenariat sincère. Pour autant, pour l'Europe elle-même, oui, il faut qu'elle soit plus ambitieuse. Il s'agit, si on en revient au sujet de la concurrence, de ne pas seulement assurer une équité de la concurrence et donc de la compétitivité en Europe, mais avoir un agenda de compétitivité de l'Europe. Et parfois, ça amène à des décisions un petit peu difficiles, parce que si on a un exemple où on a quelques champions nationaux, mettons 5, et on veut en regrouper 3 pour faire un champion mondial, que se passe-t-il des 2 autres? Ils peuvent avoir l'impression que ça se fait à leur détriment. Et donc, dans un monde européen, avec une règle européenne, simplement, ça ne se fera pas. Donc, on est rarement dans des situations aussi noires ou blancs, mais on est souvent dans des cas où il faut prendre des décisions qui sont bonnes pour le plus grand nombre et qui peuvent avoir des inconvénients pour un petit nombre. Les petits pays sont toujours très angoissés, les pays moins influents d'Europe, que ces arbitrages-là se fassent à leur détriment. Donc on est vraiment dans une situation compliquée en Europe où pour faire le consensus, eh bien, il faut que personne n'y perde et donc on perd en capacité à servir l'intérêt général. Voilà. Donc défendre nos intérêts, être plus ambitieux sur la scène internationale, avoir une vision politique du monde qui reflète ce que le monde est aujourd'hui. Je pense que c'est les défis qui sont posés à l'Europe. Merci beaucoup. Alors, Yves Perrier, on parlait de puissance et je crois que c'est Valérie Rabault tout à l'heure qui parlait de cette question de l'extraterritorialité qui est effectivement un grand défi pour l'Europe et pour les entreprises européennes, à la fois pour la souveraineté de l'Europe en tant que telle et pour les entreprises qui sont sanctionnées par cette logique des sanctions extraterritoriales. Alors, un des instruments, vous demandiez tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on se laisse faire, mais un des instruments je crois, pour éviter, pour contrecarrer ces sanctions extraterritoriales, c'est d'avoir une monnaie qui puisse rivaliser avec le dollar, je crois. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Enfin, est-ce que c'est ça la solution d'abord, et est-ce que vous pensez que c'est une option réaliste?
ou réalisable. En vous écoutant les uns les autres, je pensais à une phrase d'un ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Sigmar Gabriel, qui disait l'Europe, je veux dire, fait partie de l'espèce des herbivores dans un monde de carnivores. Voilà, En fait. absolument. Oui. Donc il ne s'agit pas de Hubert devenir... Védrine dit c'est des bisounours. Voilà, Il parle de bisounours. voilà. Donc, il ne s'agit pas en effet, d'avoir des postures agressives, etc. Mais il faut quand même voir le monde tel qu'il est. On est présent dans près de 40 pays. Quand je vais aux États-Unis, je n'ai pas de doute que les États-Unis défendent leurs intérêts. On parle certes, il y a de la liberté d'entreprendre, mais il y a une politique industrielle qui favorise tout un ensemble d'acteurs. Quand je vais en Chine, je n'ai pas de doute que la Chine défend ses intérêts. Le Japon défend ses intérêts. D'une certaine façon, la Russie, sous un autre domaine, défend ses intérêts. Et les Anglais vont défendre ses intérêts. Donc, ça serait quand même le diable qu'on soit le seul espace européen qui ne défendent pas ses intérêts. Je vais le prendre dans ce sens-là. Et vous avez cité Zweig en introduction, 34, oui, les valeurs sont importantes. Enfin, on a vu ce qu'il est arrivé, en fait, que ça ne suffit pas. Donc, je reviens sur ce point. Pour moi, le système financier est aussi un instrument de la puissance. Au fond, la puissance américaine, au cours des 70 dernières années, mais encore plus depuis la chute de l'Union soviétique, a été assise sur une puissance militaire, économique, financière, et le soft power, encore que ce dernier, depuis, est battu en brèche. Mais le système financier est un instrument de puissance. Souvenez-vous quand, en 1971, Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or, après le déficit et la dette du Vietnam, il peut le faire parce que la puissance américaine est la plus forte. Et donc, maîtriser son système financier, c'est essentiel pour avoir son autonomie stratégique. Il y avait cette formule d'un secrétaire d'État américain à qui on parlait des déficits, de l'évolution du cours du dollar, et il disait le dollar est notre monnaie, c'est votre problème. On se pose, toutes les banques centrales sont intervenues fortement pour soutenir. Bon. Mais ce qu'a fait la BCE est très bien, mais à côté de ce qu'a fait la Fed, c'est peu. Bon. On se pose la question, est-ce que la BCE va pouvoir continuer? Parce qu'il y a des divergences entre États. Personne ne se pose la question de savoir si la Fed pourra continuer. Elle va continuer. Donc, avant même de parler d'extraterritorialité, maîtriser son système financier est un élément clé. L'euro est une monnaie importante, puisque c'est la première zone économique du monde, mais ce n'est pas une monnaie de réserve. Elle ne sera une monnaie de réserve le jour où il n'y aura plus de doute sur justement l'Europe puissance. Et les Chinois se posent, ont dans leurs objectifs à long terme d'internationaliser le renminbi. En permanence, si vous voulez, quand ils se posent la question de l'euro, finalement c'est la question, est-ce que cet ensemble est un ensemble qui va durer sur le long terme? Est-ce que c'est un ensemble qui existe vraiment ou est-ce que c'est finalement une monnaie de compte entre différents pays? Alors après, là aussi, il faut savoir se faire respecter. L'histoire dans le système bancaire, on est bien placé pour savoir ce que c'est que l'extraterritorialité. Nous avons tous payé des amendes records, etc. Bon. Et finalement, les Américains nous ont rappelé qu'on avait une nationalité ce jour-là. Mais, je veux dire, il ne nous viendrait pas l'idée qu'on puisse leur faire la même chose. Il ne viendrait pas l'idée. C'est simplement parce qu'on a admis cette domination. Vous savez, les grandes banques d'investissement, je veux dire, dans le monde, aujourd'hui, sont américaines. Il reste 1-2 banques européennes. Dans la gestion d'actifs, qui est mon domaine, dans les 10 premiers mondiaux, il y a 9 américains et l'entreprise que je dirige. J'en ai fait une entreprise européenne, maintenant, et aussi qui est présente en Asie. Il faudra en effet faire des acteurs qui puissent rivaliser, mais il faut aussi que la puissance publique, la puissance politique nous aide et nous protège. Parce que aujourd'hui, vous prenez les sanctions sur l'Iran, le débat sur l'Iran.
Bon, la majorité des entreprises, finalement, se plient aux règles américaines. Mais pourquoi? Si votre actionnariat est à plus de 50% américain, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas prendre le risque de contrevenir aux règles américaines. Voilà, on en revient à la question de la puissance. Il nous reste quelques minutes et je voudrais vous demander, Margot Wallström, puisque nous avons parlé de l'importance cruciale de ce plan de relance, du Recovery Plan, oui, qui est en cours de négociation au sein de l'Union européenne, et votre pays fait partie des 4 frugaux. Comment est-ce que, rapidement, hein, je vous demande, puisque le temps s'écoule très très vite, comment est-ce que vous estimez les chances de ce plan d'être adopté avec probablement quelques modifications, mais dans son principe, dans ce saut qualitatif qu'il constitue, est-ce que vous pensez qu'il va réussir, qu'il va être adopté? Yes. Oui, je le crois. Je suis optimiste. Et je crois qu'il va devoir y avoir un compromis, comme toujours. Mais dans ce débat des pouvoirs, des grandes puissances et de ce à quoi le monde va ressembler, et il ne va pas y avoir 2 grandes puissances qui vont s'affronter, je voudrais rappeler à tout le monde ce qui se passe dans un système qui n'est pas basé sur des règles, parce que je vis dans un pays qui a été complètement dépendant de, du libre-échange, et nous sommes devenus un pays riche parce que nous avons été ouverts. Et il y a eu cet accès à ce large marché et la possibilité pour nous de commercer. Et ça a été sur la base de règles qui ont été créées par ces pays. Et je pense qu'il faut réfléchir. Quelle est l'alternative? Est-ce que, ces grandes puissances vont inévitablement conquérir tout le pouvoir? Il faut nous défendre et il nous faut améliorer le système. Donc, il faut être attentif à ces structures que nous avons construites. Je pense que et je suis heureuse que tout cela soit basé sur un pacte vert, et le fait que nous devons tout faire pour gérer les effets du réchauffement climatique, du changement climatique, mais également voir là-dedans une opportunité sociale et économique énorme pour nos sociétés. Et c'est une manière de prévenir de telles catastrophes que celles que nous avons vécues, comme cette pandémie. Et à la limite de notre temps, et je voulais juste permettre à Françoise de conclure rapidement. Alors, merci beaucoup. Juste quelques mots pour conclure cette dernière session. Il ressort 5 points, je crois, de cette discussion qui était très riche. Le besoin d'Europe, ce sont les négociations indispensables dans le transport et ailleurs, etc. L'Europe puissance, ça a été dit plusieurs fois, l'Europe puissance, une Europe ambitieuse, une Europe crédible. Par exemple, le financement des investissements, la maîtrise du système financier, une Europe qui est encore une Europe des valeurs, mais qui rompt avec la naïveté. Sans valeurs, il n'y a pas d'Europe, mais l'Europe ne doit pas écraser ses intérêts au nom des valeurs. Et enfin, une Europe responsable. On a évoqué trop brièvement la question des jeunes, et elle est essentielle parce que c'est bien avec les jeunes qu'on va s'en sortir. Voilà, merci beaucoup Françoise pour terminer dans les temps. Merci à tous. Pardon encore, Madame Wallström, de vous avoir interrompu, mais je crois que votre message a été reçu. Et puis merci à vous ici, Valérie Rabault, Guillaume Faury, Yves Perrier. Je crois que ce débat était très riche. En tout cas, moi, je l'ai trouvé passionnant. Et bonne fin d'après-midi à vous tous. Merci. Merci. Merci à tous.